Bonjour et bienvenue dans Think of You, un podcast où nous parlons de musique à l'image avec des superviseurs musicaux, des réalisateurs. Et aujourd'hui, nous recevons le compositeur Clément Terry. Bonjour Clément. Bonjour. Salut Clément. Salut. Alors Clément, après avoir été diplômé des conservatoires nationaux de Paris et de Lyon en flûte traversière et en musique de chambre, tu commences ta carrière en tant que musicien instrumentiste avant de devenir compositeur. Tu es à l'origine de nombreuses publicités, documentaires, films et de séries avec notamment Papillon Noir réalisé par Olivier Abou. Voilà une version un peu large de ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et te présenter ? Effectivement, à l'origine, je suis instrumentiste. J'ai un parcours qui est un peu chaotique. Pour faire très vite, j'ai toujours senti un truc avec la musique. Mes parents ne sont pas musiciens. Moi, j'étais dans l'énergie d'une époque. Donc, c'est les années 90. J'ai 12-13 ans. Je suis dans le rap à fond parce que c'est là qu'il se passe des trucs, que ça bouge. C'est aussi mon milieu. C'est mon milieu social, on peut dire. Et puis, je fais de la flûte traversière. Pourquoi ? C'est assez extraordinaire. Je pense que ma mère voulait que je sois au conservatoire. Et j'ai un prof qui est marrant. J'ai des facilités sur l'instrument, donc j'arrête pas, alors que c'est pas très connecté à ma vie. Surtout avec le rap, je vois pas. Voilà, non, il y avait pas de connexion. Donc les deux cohabitent de manière assez mystérieuse. Après, c'est loin, donc je me souviens plus comment je gérais le truc. T'as commencé à quel âge la flûte du coup ? La flûte, j'ai commencé très tôt. J'ai commencé à 8 ans. Ok. Donc, un peu inscrit de force au conservatoire, comme pas mal de peut-être pas jeunes, de force, mais j'avais un pote qui se fait faire du solfège, donc j'ai fait ça avec lui, puis il a arrêté au bout d'un an, puis moi j'ai continué parce que voilà, je tombe sur un prof qui est assez cool. Génial. Et j'ai des grosses facilités, c'est important parce que ça veut dire que, en gros, je touche pas mon instrument, mais que quand je dois jouer un truc pour lui, je fais la blague et donc il y a rien qui m'arrête vraiment, il y a pas de raison d'arrêter, je suis pas mis en difficulté. Et puis ça continue. Là-dessus, je suis dans le rap à fond. Alors je rappe, je tag, je graffe, j'essaie à peu près tout avec un succès très mitigé à chaque fois, mais avec beaucoup de ferveur. Et puis vient le moment où à l'école il y a plus rien qui marche, je décroche complet, je trouve pas le truc. Et à la flûte, je suis toujours plutôt pas mauvais, quoi. Et donc, je décrète que je vais faire ça. Sans aucune connaissance de la musique classique, rien, parce qu'on va au conservatoire, souvent, on connaît ce qu'on joue, mais c'est très rare qu'à 12, 13, 14 ans, on s'intéresse à la musique symphonique. Et mes parents me prennent au mot parce qu'ils sont ultra flippés de voir mon parcours, là, qui se dessine. Et ils disent OK, et ils se mettent à fond derrière moi, ils m'inscrivent dans un collège à horaire aménagé, et là, je découvre la musique vraiment. Je découvre le travail, la discipline, au sens noble. Juste, je fais une petite parenthèse sur cette histoire de facilité, parce que c'était une des questions qu'on avait prévu justement de te poser. Parce qu'il y a malheureusement effectivement beaucoup d'enfants qui commencent le conservatoire et puis qui abandonnent assez vite. Qui continuent. Et un petit peu moins voire beaucoup moins qui continuent. Toi, donc tu dis c'est ça, et c'est effectivement une des raisons, c'est cette facilité, une facilité sur l'instrument qui fait que c'est pas une douleur absolue d'aller en cours et qui fait que tu continues quoi en fait, qui fait que tu t'accroches à un parcours qui est des fois pas facile effectivement au conservatoire. En fait ça dépend vachement des personnalités des gamins. T'as des gamins qui vont aimer le défi. Et donc, ils vont se retrouver face à certaines difficultés, notamment dans les instruments qui sont tout de suite un petit peu difficiles, comme le piano, où il y a beaucoup de dextérité et beaucoup de répétition. Il y a un côté rébarbatif au piano qui est un peu inévitable. Moi, ça marchait très bien, parce que la flûte, c'est très gratifiant. Les premières années, c'est assez facile, ça se complique après. Le son vient vite. Le son vient pas si vite, mais c'est surtout que les doigtés sont très simples. Ouais. L'ambitus, c'est-à-dire... l'écart entre la note la plus grave et la plus haute n'est pas très grand, donc il n'y a pas des millions de notes. C'est vrai que dans mon cas, et c'est aussi le cas de mes 3 enfants... qui font de la flûte traversière aussi ? Non, qui ont tous les 3 fait de la musique, font ou fait de la musique, et en fait, ceux qui ont arrêté, c'est ceux qui se sont trouvés face à des difficultés dans technique, en fait. Et c'est vrai que moi, j'étais un peu démuni, parce que, à 8 ans, on n'a pas envie de dire, si, il faut le faire. Alors, bien sûr qu'il y a une discipline, il y a un peu de rigueur à transmettre, mais en vrai, il faut être à l'aise, quoi. Il faut pas commencer par le violon, quoi. Il faut se sentir bien, il faut commencer par le violon, si vraiment t'es la réincarnation d'un violoniste. Non, mais ça peut... Après, il y a des moments au violon qui se sentent à l'aise avec la position, tu vois, mais c'est vrai que en tout cas, dans mon cas, ça a été déterminant. C'est sûr que j'aurais arrêté. J'aurais fait la même chose que certains de mes enfants. Je me serais pas battu. Mais voilà, ça a été facile. En plus, quand j'avais 14-15 ans, il y a une espèce de mode barrio latino, salsa, machin, et j'ai commencé à me dire, ça va être cool pour les meufs et tout. Je fais de la flûte, je vais jouer des trucs à la flûte. Je crois que tu allais dire pour jouer dans des orchestres de musique latine. Non, j'allais pas si loin. Mais bref, du coup, ça m'a aussi permis de m'accrocher sans doute à ce moment-là. Et puis voilà. Donc, je découvre ça et là, je me mets à fond. Par contre, effectivement, je suis subjugué en fait par l'orchestre, la musique symphonique. Ça m'emballe complètement. Je rencontre des gamins qui, eux, sont là-dedans, qui me font découvrir plein de trucs. Je vois la façon dont ils travaillent, l'exigence que ça demande. Et j'oublie tout le reste.
Vraiment, je lâche tout, le hip-hop, L'école le machin, l'école, j'en parle même pas. Alors, je survis jusqu'au bac, mais avec un bac aménagé, un truc musical, même pas option, quoi, vraiment un bac technique musique, F11 à l'époque ça s'appelait, très peu de matière générale. Et je rentre au CNSM de Lyon. Pardonne-moi, combien de temps tu passes sur ton instrument à cette époque-là? À cette époque-là, entre tes 14 et 18 ans, tu passes... facilement 4 heures. Ah oui, 4 heures par jour quand même. Ouais. 3-4 heures par jour. Après, plus ou moins bien, parce que c'est un autre aspect de la question, mais bon, j'ai jamais travaillé très bien, mais je travaillais beaucoup. Et voilà, donc du coup, effectivement, flûte traversière, conservatoire, le CNSM de Lyon d'abord, et puis ensuite le CNSM de Paris, en musique de chambre. Et jusque-là, pas du tout de composition. Aucune velléité de composition. T'es dans l'interprétation, entre guillemets, pure, enfin voilà, l'instrument au service du répertoire. Ce qui va me servir énormément dans ma vie de compo plus tard. Et j'ai même des potes, quelques potes qui bossent dans le cinéma ou dont les parents sont dans le cinéma, c'est vraiment le hasard, et qui plusieurs fois me disent mais alors tu feras mes BO machin, et moi je suis à des années-lumière. Je leur dis mais ça n'arrivera jamais. Je me dis même, les mecs est con, il a toujours pas compris qu'un compo c'est pas un instrumentiste. T'as pas connecté l'œil et l'oreille encore? Jamais. Pendant toutes ces années, jamais. Ouais. Et puis tout se fait sur un quiproquo en fait, parce que je commence à me sentir mal en fait dans la musique classique pure, sans savoir pourquoi je me sens mal. Il y a probablement un truc de créativité qui me manque sans que je puisse mettre le doigt dessus. Il y a aussi une histoire de monde, parce que malgré tout, même si j'ai rencontré des gens extraordinaires et qui sont restés des amis et qu'il y a de tout, ça reste quand même un milieu particulier en termes de codes sociaux. Je te coupe aussi là-dessus. T'as complètement mis le rap de côté quand tu rentres au CNSM Lyon puis Paris. Là, tout l'aspect hip-hop 90s, Golden Age, c'est terminé. Tout dégage. Je rate toute la période X-Men, Oxmo Puccino, j'y suis pas. Pourquoi? Parce que tu n'as plus le temps, parce que tu n'as plus l'envie. Ouais, j'ai plus la place en fait. T'as plus la place. J'ai plus la place dans ma tête. J'ai tellement de musique à découvrir. J'ai tout à découvrir. Strauss, Puccini, Mozart, Bach. Je connais rien, donc ça prend une place folle. Et c'est vrai que il y a la place pour ça, mais c'est intéressant que tu le mentionnes parce que c'est ça qui va me mettre à la compo. C'est-à-dire qu'au bout de quelques années qui se passent pas comme j'aurais souhaité, c'est-à-dire que moi je voulais devenir le plus grand flûtiste du monde. Ensuite j'ai commencé à travailler sérieusement, j'ai compris que je le serais tout de suite pas, mais je me suis dit je serais quand même dans les super bons. Puis avec le temps qui passe, je m'aperçois que je serais peut-être pas dans les super bons. Je suis honorable. Donc j'en fais mon métier quand même, je passe des diplômes d'enseignement, je joue dans les orchestres. Ça c'est à quel âge à ce moment-là? Là j'ai 22 ans. 23. Quoi, et tu joues dans quel orchestre? Donc j'ai joué au Capitole de Toulouse pendant presque une année. Et puis après c'est beaucoup de ce qu'on appelle les cachetons, c'est-à-dire que je fais des remplacements, et après c'est plus ou moins prestigieux. On peut cachetonner à un niveau qui est très très honorable, on peut cachetonner à l'Opéra de Paris, à l'Orchestre de Paris. Tu as joué à l'Opéra de Paris? J'ai joué à l'Opéra de Paris, une fois. Alors, c'est l'autre anecdote marrante, c'est qu'en fait, quand je faisais un cacheton, 9 fois sur 10, j'étais pas rappelé. Et c'était pas un truc musical ou technique, en réalité. C'est ce que j'ai pensé pendant un certain temps, et au bout d'un moment, j'ai compris qu'il y avait un truc de code. Ce truc de code dont je parlais. Alors, on n'est pas beaucoup à en parler, je pense. Mais moi, j'ai vraiment vécu le truc parce que quand j'ai basculé dans le monde du studio, et des compos, des arrangements, des trucs comme ça. En fait, j'étais avec un acolyte qui était mon meilleur pote de l'époque, qui était un extraordinaire pianiste classique, qui fait une très belle carrière classique, et qui était fan de musique pop. Et ensemble, on bricolait des trucs, mais pas du tout, moi, de mon côté, c'était pas du tout musical. J'écrivais des paroles pour les chansons un peu rétro qu'il écrivait. Ton influence rappeur, ça, c'était ça? Ouais, sans doute, le côté lyriciste. Et lui, c'était tout l'inverse. Dès qu'il faisait un concert, derrière, il en avait 9. Il serrait 3 paluches, il faisait les blagues qu'il fallait. Et moi, j'avais l'impression de bien faire le job. Je le faisais plutôt honorablement. Et ça accrochait moins. Mes vannes, elles passaient moins. C'était pas les mêmes. Tu vois, il y avait un truc qui marchait moins. Et quand on est passé dans les studios, il s'est passé exactement l'inverse. Les premières personnes que j'ai rencontrées m'ont tout de suite proposé de bosser. C'était les mêmes que lui a rencontrés, parce qu'on les a rencontrés ensemble. Et lui, derrière, c'était moins fluide. C'était moins fluide, il devait se battre. Moi, je lui disais, mais machin m'a rappelé pour faire ça. Donc, il me dit, d'accord, super pour toi, mais non, moi, j'ai pas eu de nouvelles. Enfin, tu vois. Est-ce que ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, le côté social de la chose? Sûr. Ouais. C'est sûr. Tu penses que le côté musique classique est assez élitiste et que dès que tu vas dans les studios, t'es un petit peu plus dans un univers... Alors, je vais juste modérer ce truc. J'ai dit social parce que finalement, j'ai pas une assez grande culture sociologique. Peut-être que social, c'est trop réducteur. C'est pas forcément un truc d'élite ou de bourgeoisie ou je sais pas. Mais il y a quelque chose de l'ordre du code, de la bienséance aussi. Moi, quand je faisais une vanne à la flûte solo se vexait réellement. Et on me disait, on ne dit pas ça.
On dit pas quoi? On dit pas, je sais plus, j'ai un exemple en tête qui me vient. Je travaillais avec un très grand flûtiste magnifique qui est décédé maintenant, qui jouait extraordinairement bien. Et puis, il fait un solo à côté de moi et il me regarde. Il sait très bien qu'il a déchiré. C'est très beau. Je suis un enfant à côté. Et il me dit, je crois que j'étais un peu faux à la fin. Et je le regarde avec un sourire, hein, évidemment. Et je dis, bah oui, François, t'es toujours faux, évidemment. Ce qui est très drôle. Et le mec a appelé mon prof, en fait, en lui disant, ouais, ça va pas le faire avec le petit, quoi. Il sait pas se tenir. Ouais. Bah, si j'avais fait une autre blague, tout le monde se serait marré, on aurait dit... Tu vois, j'ai pas envie d'analyser les ressorts, mais la réalité, c'est que c'était tout le temps comme ça. Donc évidemment, j'ai plein de potes dans le classique que j'ai gardé, qui étaient un peu comme moi aussi, ou qui les comprenaient. Tout le monde, tu vois, c'est pas tout le monde ou personne, mais c'est vrai que je crois que j'avais pas vraiment les codes, malgré mon côté tout terrain. Il y avait une limite, quoi. Bien sûr. Et puis peut-être aussi que j'étais pas dans mon univers, tu vois. Que ce soit effectivement lié à ta personnalité, à toi, à ton être, à ton histoire, ou à des codes sociaux qui ne sont pas dépendants de toi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que donc, du coup, tu t'es senti plus à l'aise et puis, les facilités de relation avec les autres sont venues dans le studio et pas dans l'orchestre. Complètement. Et puis, voilà. Donc, j'ai pris confiance. T'as pris confiance dès que t'es arrivé dans cet univers-là. Oui, j'ai vu que j'avais plus besoin de faire semblant, quoi. J'étais plus dans une construction, en fait. J'étais moi-même. Et ça a commencé. Donc, à la sortie du conservatoire, j'ai commencé à ressentir un manque. Quelque chose qui me manquait, vraiment. Et j'ai acheté un sampler. Et je me suis rendu compte en achetant le sampler que ça m'avait fait la même sensation que la première fois que j'avais regardé des flûtes traversières en or dans un catalogue. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu des papillons. Je me suis dit, tiens, je vais avoir un sampler, je vais appuyer sur les boutons. J'ai commencé à imaginer des boucles. Ce qui est très drôle, c'est que j'ai jamais réussi à le faire marcher. T'avais jamais touché à la MAO avant? Non. Donc t'achètes un sampler? J'achète un Akai, c'était un MPC 1000 ou je sais pas quoi, un truc d'occasion dans un cache converters. Et sans déconner, j'arrive pas du tout à le faire marcher, mais genre jamais. Pour les plus jeunes, il faudrait rappeler ce que c'était que de faire de la musique à l'époque. C'est une machine, c'est une grosse machine, tu mets une disquette, tu samples, t'enregistres un bout de disque, tu prends un petit extrait et puis tu la fais jouer en boucle, etc. Peut-être que ça se trouve, ce truc marchait même pas, je sais pas. Ah oui, quand tu dis t'as pas réussi à t'en servir, non. C'est... D'accord. Je l'ai allumé, oui, d'accord. Mais j'ai jamais réussi à rentrer le moindre son dedans. Et ça t'a pas découragé? C'est-à-dire que t'achètes un truc pour faire de la MAO, de la musique assistée par ordinateur, comme on disait à l'époque, tu achètes ça, tu l'installes, tu le branches, tu ne sors rien. Et tu te dis pas, je vais me remettre à la flûte et puis je vais apprendre les codes. Bah, j'avais pas vraiment arrêté la flûte, donc moi c'était un truc pour déconner, tu vois. J'aurais peut-être pu arrêter, mais j'ai un pote qui m'a dit, mais non, mais je crois, tu sais que ça se fait sur ordinateur maintenant. Mais pareil, le mec, il est contrôleur fiscal, enfin, tu vois. Et il m'amène un PC, tu vois, de la rue Montgalet, chinois, et il me dit, j'ai un pote qui m'a parlé d'un truc où il y a des boucles, c'est ça que tu fais? Alors, je dis oui, parce que moi je voulais faire des instrus, en fait, des petites instrus. J'avais jamais fait ça. Et puis, effectivement, je commence avec un logiciel merdique qui sert à faire des boucles, tu vois. Puis après, c'est une succession de quiproquos. Alors, c'est ça qui nous intéresse. C'est comment tu bascules, en fait, de cette vie d'instrumentiste, de cette passion qui est arrivée, qui était la flûte traversière, qui a changé ta vie, on peut le dire. Et comment tu arrives à te mettre à composer tout d'un coup, surtout après cet échec cuisant de ton achat de sampler. Qu'est-ce qui fait que tu bascules? Comment tu apprends à faire ça? Et comment on t'appelle? Donc déjà, comment ça se passe quand tu as cet ordinateur? Alors, quand j'ai l'ordinateur, je fais les boucles que j'avais imaginées. Il faut savoir que quand je jouais une symphonie de Shostakovich, moi j'étais complètement obsédé par ce qui se passait autour dans l'orchestre. Et je me disais, putain, cette ligne de basse, ce truc, ça pourrait être marrant, ça pourrait tourner. Ça groove, ce serait hip-hop, machin, etc. Toujours dans mon truc de rap. C'est la seule musique dont je maîtrise un peu les codes. Et surtout, je précise encore que moi, je ne connais rien à l'harmonie à ce moment-là. Je la connais théoriquement parce que j'ai pris des cours de solfège, qu'on appelle des cours d'analyse, mais j'y suis nul, en fait. Je suis pas bon dans le chiffrage. Je suis très à l'instinct, en fait. Je ressens l'accord quand je joue, comme un instrument monophonique. Je ressens ce qui se passe, mais par contre, je suis incapable de mettre un nom dessus. Je ne sais pas comment on le fabrique. En fait, c'est un langage dont tu n'as pas la grammaire, mais un langage que tu maîtrises. Exactement. C'est un langage que je ressens, mais je ne sais pas comment le fabriquer, quoi. Et dans l'orchestre, quand même, tu sais déjà isoler un petit peu. C'est-à-dire que tu n'as pas qu'une vision globale du son, mais tu analyses un petit peu. Non, mais ça, tous les musiciens d'orchestre l'ont, en fait. Ouais. Tous les musiciens d'orchestre l'ont. Quand tu es plongé dedans, là, par contre, tu comprends la construction des choses. Et ça, c'est très important aussi pour la suite. Parce que même si harmoniquement, je pige rien, par contre, en termes de timbre, d'association, de puissance, de registre, là, je commence à faire mes armes sans m'en rendre compte. Évidemment, j'apprends. Et en fait, avec cet ordinateur, je vais commencer à faire des mini... alors d'abord des boucles, effectivement, puis des mini-morceaux, des morceaux de 30 secondes, parce que quand tu n'as pas la possibilité de développer harmoniquement ton chemin, bah, tu tournes autour de 2-3 accords et tu fais évidemment des millions de trucs. Hein. Et donc, je commence à prendre le maniement de la MAO et j'ai un pote, à ce moment-là, qui bosse à la télévision belge.
RTL TBE, c'était ça. Et lui, il écoute mes trucs, évidemment, il trouve que je suis génial, comme tous mes potes. Hein. Et il me dit, mais moi, en fait, il montait des sujets. Tu vois, c'est les trucs... l'équivalent de, je sais pas, le journal de 20 heures, et puis t'as un petit sujet sur les soldes de Noël, et puis lui, il mettait de la musique, ce qu'on appelle la musique à l'époque, la musicomètre, en fait, qui est la musique d'illustration, ces fameux murs de CD avec des musiques libres de droit qu'on peut utiliser. Libre de droit. Oh là là, Clément, oh là là. Libre de droit pour celui qui a libre passé d'utilisation, le contrat. Voilà, exactement. Alors, c'est-à-dire qu'ils payent un forfait et qui leur donne le droit d'utiliser un certain nombre de musiques dans tous les styles. T'allais faire des amis là, sinon. Et donc lui il me dit, mais écoute, moi je mets des trucs, que j'ai le droit de mettre, qui sont dans l'armoire, mais ce serait marrant si tu mettais tes trucs à toi. Moi je les prends, je les mets. Il me dit, par contre, j'ai pas un rond, puisqu'on paye un forfait pour utiliser celle-ci autant qu'on veut. Et si je leur dis, il faut payer 200 balles pour une nouvelle, ils vont me dire, bah non, prends le CD solde de Noël, te fais pas chier. Donc je lui dis, bah oui, moi je m'en fous. Là, à l'époque, je fais mes cachetons, je donne mes cours et tout. Donc, et je commence la nuit à bidouiller des trucs pour lui. Et pour les soldes de Noël, ou c'est un exemple que tu notes comme ça? Non, pour les soldes de Noël. Parce que ce qui est génial, c'est ça qui s'est passé. C'est ça qui a tout changé. C'est que lui, il est pas musicien. Donc, il se dit pas, je vais demander à Clément un truc hip-hop ou voir un truc classique ou machin. Non, lui, il s'en fout. Il me dit, là, j'ai un truc sur les soldes de Noël. Il me faut 40 secondes. Tu peux me faire un truc. Et donc là, je me dis, OK, moi, je dis jamais non. Donc, je dis, mais qu'est-ce qui fait Noël? Et donc là, je réfléchis. C'est tout con, hein. Noël, alors casser les cloches, le basson. Et donc, tu construis ton truc. Et il faut que ça fasse Noël. Et c'est la première fois que tu connectes la musique, ce que doit être la musique, avec un autre sujet. Là, en l'occurrence. Complètement. Voilà. Et Complètement. là, dans le cerveau, il y a une connexion qui se fait. Exactement. Entre la musique, l'émotion que doit générer une musique pour un propos. Complètement. Ouais. Et puis, après, tout se met en marche. C'est-à-dire que je comprends que quand je démontais des téléphones, que j'étais gamin, je le faisais parce que je voulais comprendre comment les choses marchent. Je comprends que tous ces films que j'ai vus, parce qu'en réalité, je suis cinéphile, mais je le sais pas, toutes ces musiques de films que j'ai écoutées, elles avaient un sens et que j'ai un rapport entre l'image, entre la musique et ce qu'elle évoque visuellement, qui est très fort, en fait, qui est finalement très construit, malgré moi. Et puis je dissèque. Donc, il me dit, voilà, il me faut de la salsa, pour un machin sur la salsa, c'est tout et n'importe quoi. Tu ne vois pas les images à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il te donne un thème. Voilà, non, parce que c'est pas là, on évoquera après le rapport image, etc. Mais là, effectivement, c'est ce que disait Antoine tout à l'heure. On te donne un thème et en fonction du thème, donc tu vas réfléchir, tu parlais salsa. J'aimerais bien que tu finisses ton exemple sur Noël, parce que donc tu te dis, voilà, les clés, c'est la petite clochette de Noël, du Père Noël, c'est le basson, etc. Et donc, tu livres quoi? Quel style musical tu as lui livré de Noël? À la fin, ce qui est marrant, c'est que moi, le style, je me pose même pas la question. Aujourd'hui, en le réécoutant, déjà, je me taperais une bonne barre, je pense, mais je me dirais, on va appeler ça du dramédie, tu vois. C'est un peu dramédie, conte de Noël, tu vois. Parce que tes codes, quand même, et ta grammaire musicale, ça reste quand même principalement la musique classique, donc effectivement, ou pas que. Je le sais pas à ce moment-là, parce que moi, je suis persuadé qu'il y a que le hip-hop que je comprends. Donc, quand je me dis je vais faire Noël, justement, c'est là que ça devient génial pour moi. C'est que je me dis, mais oui, qu'est-ce qui fait Noël? Parce que je sais ce qui fait hip-hop, mais je sais pas ce qui fait Noël. Et du coup, je sais pas ce qui fait salsa. Je sais pas ce qui fait, je sais pas, n'importe quoi, enfin, n'importe quel thème. Je sais pas ce qui fait la SPA, je sais pas ce qui fait le chien, je sais pas. Et donc, je lui ponds, je sais pas, moi, 40, 50 musiques comme ça, gratos, hein, évidemment. Et là, en fait, ça me donne des armes. Ça me donne des armes et surtout, ça développe une idée chez moi qui va être hyper reconductrice pour toute la suite. C'est la crédibilité. C'est-à-dire, quand il me demande de faire un morceau de salsa, je me dis pas, je vais lui faire un tube de salsa. J'en suis pas capable parce que c'est pas ma... Voilà, j'ai du respect pour les gens qui ont fait ça toute leur vie. Je respire pas la salsa. En revanche, mon obsession, ça va être de faire quelque chose qui n'est pas genre salsa. C'est de la salsa. C'est-à-dire que si je le fais écouter à une copine qui va au barrio latino, ça n'existe plus, mais bon, en gros, on dansait la salsa là-bas tout le temps, et je veux qu'elle me dise, ouais, rien à dire, c'est de la salsa. Je veux pas qu'elle me dise, ouais, t'as fait un super morceau de salsa, mais je veux pas qu'elle me dise, ça fait salsa. Je veux qu'elle me dise, ouais, c'est de la salsa. Je cite ça spécifiquement parce que j'ai une anecdote sur ça, c'est assez marrant, je fais un morceau, donc un peu salsa, enfin, le plus que possible, et elle l'écoute, et elle me dit, ouais, c'est cool, mais ça fait pas salsa. Je dis, ah bon, et pourtant, je m'étais pris la tête, j'avais disséqué le truc. Et puis, au bout d'un moment, elle n'est pas musicienne, et elle me dit, mais il manque la cloche. De Noël. Et je lui dis, mais comment ça? Elle me dit, la cloche, en fait, quand on danse, sur 1 et 3, il y a tank, 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 tank,
tank, tank, et tu peux faire derrière pam padi pam padakita pati pata pam padi. Et si derrière t'as tank, 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 là tu l'as en fait. T'as tout le groove qui s'installe. Et donc je m'étais dit à ce moment-là, voilà, je me dis c'est génial, ça y est, j'ai mon truc. Et après, j'ai toujours été très 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 consciencieux avec ça. C'est-à-dire que je cherche vraiment la crédibilité. Donc c'est une démarche forcément ultra respectueuse. C'est-à-dire que si j'ai une prod de son, pub, une réal, n'importe qui me donne une référence, quelle qu'elle soit, je vais toujours chercher à comprendre comment c'est fait. Et pour comprendre comment c'est fait, il faut respecter. Tu peux pas dire ouais, ils m'ont filé une rêve de merde, mais c'est pas grave. On peut écouter un exemple de ce que tu as fait. Tu peux nous expliquer ce que c'est, ça, Clément ? Donc ça, c'est un extrait de Plume de cristal. Donc c'est un giallo, donc un thriller italien. Et c'est une musique composée par Ennio Morricone. Donc avec ces orchestrations qu'on appelle aujourd'hui morriconiennes, mais qui ne sont pas morriconiennes, hein, qui sont de cette époque-là, Pino Donaggio. Et donc ça a été une de tes références pour illustrer ce que tu viens de dire. Donc là, typiquement, le réalisateur me donne ça. Et que ce soit Ennio ou pas, on a une espèce de quelque chose qui est hyper minimaliste, une nana qui fait la 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 la, et en fait, soit on le fait vite, parce que c'est juste la 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 avec des petites cloches derrière des chimes, soit on essaie de comprendre qu'est-ce qui est dedans, sans forcément se dire c'est magnifique, parce qu'en vrai c'est pas parce que c'est pas magnifique ce truc-là, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Pourquoi ? Que fait la mélodie ? Pourquoi ça nous évoque tout ça ? Pourquoi ça fait un peu peur ? Ça fait peur parce qu'en fait elle chante comme une enfant, mais elle a une voix de femme. Et finalement, une femme qui fait l'enfant, ça fait un peu flipper. Surtout quand on rajoute des petites clochettes, comme si on était dans le monde de l'enfance. On est un peu dans de l'épouvante, un peu. Complètement. Ouais. C'est tout à fait l'esprit du giallo, le côté hyper malsain. Et donc, écoute, derrière, donc je vais faire ce qu'on entend là. D'accord, tu reprends les mêmes... En fait, ce qui est intéressant, c'est que je reprends rien. Mais tout est là. Les mêmes éléments. En fait, il y a juste la femme, mais par contre, ce sur quoi j'ai travaillé, c'est les intervalles, les écarts entre les notes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une mélodie enfantine dans laquelle il y a des demi-tons qui vont créer une espèce de malaise. Derrière, je reprends un peu le Célesta, mais moi, je mets de la guitare. En fait, je traduis les intentions, mais les intentions, à partir du moment où je les ai comprises, j'ai plus peur de sortir de la ref. En fait, j'ai plus peur de pas avoir le bon son ou le bon ceci parce que tu as compris l'essence. Parce que j'ai compris, en tout cas, j'ai tout fait pour comprendre effectivement l'essence de la raison pour laquelle cette musique existe et pourquoi elle nous évoque ça. Au-delà, parfois, des sonorités. Alors ici, j'ai pris un exemple hyper concret. Donc, il y a effectivement les mêmes sonorités, mais parfois, j'ai pas besoin, en fait, d'utiliser les mêmes sonorités. Ça m'est arrivé de proposer des choses très différentes et de toucher juste parce que j'avais pris le temps, en fait, de comprendre l'essence de ce que la musique évoquait. Et du coup, aussi pas étonnant, je reviens un tout petit peu sur la publicité, que tu aies été heureux dans et prolixe sur ce terrain de la publicité, parce que compréhension de la demande et justement envie de bien faire et de répondre à une demande. Donc ça a été une grande partie de ton parcours, la publicité. J'en ai fait beaucoup, bien sûr. Avec cette envie à chaque fois, comme tu as expliqué, d'avoir les bons codes et du coup les bonnes instrumentations, le bon mood. Et puis dans la pub, il y a un truc qui est génial, c'est qui peut être un peu piégeux aussi, mais c'est la durée. C'est-à-dire qu'il y a un souci d'efficacité qui me correspondait complètement parce que moi, ma grammaire, elle était très courte. Surtout au début. Moi, comme je disais, je développais pas énormément. Donc quand on a 30 secondes pour raconter une histoire, quand on n'est pas spécialement très fort en grand développement, c'est plutôt très bien, en fait, parce Ça a été une bonne école pour toi. Ça a été fantastique. Ça a été fantastique parce que ça a été dans la continuité de mon histoire de trucs pour la Belgique, c'est-à-dire que c'était pareil. Donc c'est ça. Alors, en fait, après cette histoire de Belgique, tes premières expériences, c'est en publicité ? Non.
Non, il y a encore une anecdote, je la raconte vite, mais c'est assez marrant. En fait, ce pote dont j'ai parlé tout à l'heure, je vais le citer, il s'appelle Maxime Zecchini, extraordinaire pianiste et génial compositeur. Il écrivait donc ses chansons, il faisait ça à côté, et alors c'est des chansons qui sonnaient déjà un peu datées à l'époque. Lui, il avait vraiment la passion de l'âge d'or, Goldman, Berger et tout ça, donc effectivement, c'était pas facile, mais en tout cas, moi j'y croyais beaucoup musicalement, ça m'éclatait, j'avais envie de passer du temps avec lui, donc j'ai commencé à écrire des paroles. Et puis lui, de son côté, il démarchait ses chansons. Et puis un jour, il y a une des chansons qu'on fait et qui est repérée par un petit éditeur et qui lui commence à lui faire miroiter tout un tas de trucs, évidemment. Donc il lui dit, moyennant une certaine somme, on peut la refaire en propre, parce que c'est moi qui chantais dessus et tout. Hein. Et puis je vais la faire écouter à Chimène Badi à l'époque, je vais la faire écouter à Amel Bent, on va la faire écouter à tout le monde, etc. Et moi, je raconte ça à des potes. Autour de moi, je le dis, mais avec un air, tu vois, amusé. Hein, je m'en fous un peu. C'est marrant quand même. Moi, je connais rien à ce monde-là. Donc là, je viens de jeter mon sampler. Hein. Et donc, je fais mes petites bidouilles. Effectivement, je fais toutes mes petites bidouilles pour la télévision belge. Et je dis à mes potes, ouais, bon voilà, il paraît que la chanson machin là qu'on a faite, il va la faire écouter à Chimène Badi. Puis un jour, peu de temps après, je reçois un coup de téléphone d'un réal que je connais pas, mais qui connaît quelqu'un, qui m'appelle et qui me dit, il paraît que t'écris des chansons pour Chimène Badi. Et je dis pas non. Oui, bien sûr. Tu fais bien. Je dis, c'est le ni oui ni non. Ouais. Je dis, entre autres, c'est possible. Et il me dit, voilà, je fais un film, il y a une chanson dans mon film qui doit être un tube, qui doit faire, entre guillemets, tube des années 80, et je la trouve pas. J'ai la musique, mais j'ai pas les paroles. On a déjà mis des paroliers dessus, les paroliers de Raphaël, machin et tout, ça prend pas. Je lui dis, bah vas-y, envoie. Il m'envoie le truc, et effectivement, la musique, elle fait pas tube. Elle est jolie, mais elle fait pas tube. Mais moi, j'ai pas de velléité là-dedans, et puis je sais même pas comment on fait une chanson. Moi, je suis sur mes petits formats. Donc, j'écris des paroles. Je lui envoie. Évidemment, ça marche pas. Et il me dit, bah ouais, non, bon, c'est pas... T'écris des paroles et tu fais une mélodie sur la musique ou juste les paroles? Non, vraiment? parce qu'il a déjà sa mélodie. Il a la mélodie. En fait, en gros, il a une chanson. Il a une chanson écrite par sa compagne, qui est une très jolie mélodiste et qui est une vraie chanteuse, Rupert Pupkin. Aujourd'hui, elle fait sa carrière, très jolie chanson. Mais le truc fait pas tube des années 80, quoi. Et donc, je lui envoie un truc. Évidemment, ça marche pas. Et là, la personne, en fait, qui nous a mis en contact, qui est un pote à moi, me dit, mais tu sais, ils sont vraiment, vraiment en galère. Change la musique. Et je lui dis, oui, mais c'est sa femme qui l'a faite. Il y tient, il la met ailleurs dans le film, etc. Et il me dit, on s'en fout. Ils sont trop pressés, c'est plus possible. Si tu sens un truc, fais-le. Et là, je tente. Un truc que je n'ai jamais fait, j'écris, je rajoute un refrain. C'est-à-dire, je garde les couplets de sa compagne, qui sont très jolis, et je rajoute un refrain un peu putassier, tu vois, un truc qui marche, mais qui est marrant, qui m'éclate à faire. Ouais. Efficace. Et je l'envoie. Et là, c'est la grosse accroche. Ça marche, le mec est soulagé, c'est super, on part sur ça. Je me retrouve sur le tournage du film. Parce que à l'époque, c'est Michael Youn qui joue le rôle principal. C'est un film dramatique. C'est son premier film dramatique qui fera un four énorme. C'est quel film? Héros. D'accord. Et le réalisateur, c'est Bruno Merle. Et je me retrouve sur le tournage pour, comme on dit, je sais pas, coacher Michael qui doit la jouer à la guitare. Alors évidemment, j'y connais rien, je suis pas guitariste, mais c'est comme ça dans le cinéma. Michael non plus. Michael non plus, bien que très travailleur et très sérieux, mais dans le cinéma, c'est souvent comme ça. Ouais. On appelle le musicien. Bon, alors donc j'arrive. En fait, je me fais un peu chier sur le plateau, parce qu'on se fait vachement chier sur un plateau quand on a rien à faire. Et là, je suis à côté je discute avec un mec qui fait le making-of. Et c'est Olivier Abou. Et, qui a un petit rôle, c'est ça, dans le film? Non, il joue pas dans le film. Il joue pas dans le film? Non, Olivier, il est pas dans le film, mais il fait le making-of, c'est un ami de Bruno, en fait, et on parle, en fait, comme on n'a pas quand même vachement de temps, on parle, et il me dit, bah moi, je fais une mini-série en ce moment sur Canal, c'est mon premier projet pour la télé, toi, tu fais d'autres trucs que cette chanson? Et je lui dis, bah ouais, je fais des trucs, tu vois, mais... Je fais des trucs pour Chimène Badi. Je bricole. Non, bah non, là, je suis pas trop dans le mytho, parce qu'on est là, tu vois, on se propose rien, et puis on s'entend bien, et puis je lui dis, bah viens bouffer à la maison, on passe une soirée, je te fais écouter des trucs que je fais, et puis on discute de musique, et puis on voit, et on fait ça, et évidemment, qui voit qu'il n'y a rien qui correspond à ce qu'il imagine, parce c'est une petite série d'horreur et j'ai pas de trucs dans ce genre-là. Mais le courant passe. Il voit bien que je n'ai pas grand-chose sous la main, mais que je suis... T'es travailleur et que je suis travailleur et que je suis prêt. Voilà, ouais. On écoute plein de musique, on s'entend super bien, c'est un type génial. Et on se lance ensemble. Et donc, je commence à faire la BO. Donc, voilà, je pars de mes petits formats de télévision belge et je commence à étendre un petit peu d'autres références. Il m'envoie des trucs d'Alexandre Desplat, donc je plonge un peu, j'essaie de comprendre. On fait la BO est plutôt chouette. Et là, le réalisateur du film Héros passe au montage pour voir la série de son pote. D'accord. Et il lui dit, elle est vachement bien ta musique, qu'est-ce qu'il a fait? Et l'autre lui dit, bah, c'est le mec qui a fait ta chanson. Et il dit, mais pourquoi il fait pas ma musique? Et je sais pas, demande-lui. Et là, tac, ça démarre. Et là, je dis pas non.
alors qu'il y a beaucoup de musique à faire. Il n'y a pas un rond, mais ça, à l'époque, j'y connais rien. Et c'est surtout des trucs que j'ai jamais fait. Mais je me dis, je vais faire comme d'habitude. Tu te lances dans le vide, t'as je pas vais essayer peur. de comprendre. Sauf que là, je me retrouve avec un adagio pour cordes de 8 minutes, des trucs complètement délirants qui me dépassent. Et je le fais. Je fais à fond. Et la BO, elle est bien. En tout cas, elle lui plaît. Elle marche avec le film. Comment tu t'en sors pour faire un adagio comme ça, alors que t'en as jamais fait, que tu sais à peine te servir de tes machines? Ouais, je vole 3 accords. Et je me dis, je vais faire ça avec 3 accords. Je vole 3 accords à Keith Jarrett, que je simplifie parce que je vois que je les comprends pas très bien et qu'en vrai ils vont me bloquer parce que donc j'enlève quelques trucs qui me semblent compliqués, et puis je travaille toute la nuit. En fait, les accords évidemment commencent à se barrer, je fais autre chose, je pars un peu, je développe des trucs, je superpose des couches, mais je me laisse guider par ma culture de musicien d'orchestre, c'est-à-dire je veux que ça sonne, c'est toujours ma logique, je veux que ça sonne, donc je fais pas un truc merdique, mais ça me prend un temps fou. Et à l'époque, excuse-moi, tu composes, c'est MAO. Je suis toujours là, pour le coup, je suis toujours sur mon petit ordinateur tu produis la de musique. la rue Montgalet, voilà. T'as pas en prévision de l'enregistrer dans un orchestre? Non, Pas du tout. Puis en plus, pas les moyens. Je sais même pas comment je ferais pour l'écrire. Voilà. Nos futurs. Je fais le truc, on verra. Et puis, il se passe un truc intéressant, c'est que le matin, vraiment le matin de la nuit où je l'ai fait, à l'époque, je composais toujours par bloc. J'ai un ami qui passe à la maison, qui est un chef d'orchestre, super musicien, très bonne oreille, qui connaît l'harmonie, l'analyse. Lui, il écrit pas, mais c'est un langage qui fait parfaitement. Ça fait longtemps qu'il sait que je bricole des trucs, ça le fait marrer. Il m'a jamais dit que c'était bien ni pas bien. Il est cool, mais il s'en fout. T'es très jeu du ni oui ni non, toi. Hein. Ouais. Et il écoute le truc et il me dit quelque chose qui va changer ma vie, en fait. Il me dit... c'est assez émouvant quand j'y repense. Il me dit, en fait, t'es compositeur. Il me dit, il me dit en déconnant, t'es comme Jean-Philippe Rameau. Jean-Philippe Rameau, c'est un immense compositeur baroque qui a composé son premier opéra à 40 ans. Et que lui me dit ça. Ouais, ça t'a touché. Ça a tout changé. Mais vraiment, ça a tout changé parce que ça t'a donné la confiance. Ouais, je me suis dit, en fait, on a le droit de s'exprimer quand on connaît pas forcément le langage. Alors oui, évidemment, j'ai plus de base que plein de gens, mais moi, je me sentais complètement illégitime. D'ailleurs, j'ai parlé de composition encore des années après. J'ai pas dit que j'étais compositeur pendant presque 7-8 ans. Je disais que je bricolais. Et ça m'a donné confiance. Il m'a dit, mais mec, c'est super beau ce que t'as fait. C'est beau, en fait. C'est juste... Et de me dire que lui pouvait pas le faire, en fait. Et que c'est quelque chose ça voulait dire que c'était pas technique, en fait. Et donc, ça a tout changé. Ça a vraiment tout fait basculer parce qu'après, il a fallu l'enregistrer. Il y avait pas d'argent. Et j'ai appelé les meilleurs que je connaissais. C'est-à-dire, il a fallu enregistrer, il a fallu avec un orchestre, etc. Ouais. C'est ce que tu disais tout à l'heure, tu savais pas faire. Tu savais pas que tu avais besoin d'écrire les parties. Comment ça se passe? Tout est archi long. Je fais, comme j'imagine, comme quand les premiers mecs ont fait des films et qu'ils ont découpé leurs bandes, qu'ils ont collé. C'est vrai que maintenant, aujourd'hui, ça me paraît... Je me dis, j'aurais jamais le temps de faire un truc pareil. Mais bon, je l'avais à l'époque. Donc, effectivement, j'écris d'abord à la main, puis je découvre qu'il y a un éditeur de partition. Ça me prend des jours et des jours. Et puis, j'ai écrit des sacs de nœuds, d'accords, de trucs. Enfin, c'est quand même hyper bordélique. Et justement, je me dis, il faut que ce soit joué par les meilleurs. Et j'ai pas d'oseille. Donc, il y a qu'une solution. Soit je prends des gens vraiment pas très chers, je les enregistre 12 fois et ça va être compliqué parce que voilà. Soit j'appelle les meilleurs et je leur dis j'ai pas une thune. Comme ça, c'est réglé. et ils ont tous répondu présent. On a fait une session de cordes extraordinaire au studio du Palais. Donc, tu viens de vivre ce moment dans l'émotion avec la personne que tu citais tout à l'heure. Là, tu enregistres pour la première fois quelque chose que tu as écrit. Ça doit être extrêmement fort aussi. Ouais, c'est incroyable, mais pas forcément comme on pense. C'est-à-dire que finalement, ça sonne jamais aussi bien que ce qu'on imagine, parce que c'est du studio, on est très proche, c'est pas dans une salle de concert, voilà. Puis c'est des gens qui découvrent la musique, donc il y a un petit moment de réglage. Par contre, c'est très émouvant de voir tous ces gens que je connais qui sont super forts et qui se donnent à fond. Parce que c'est moi, parce qu'ils sont sympas, parce qu'on est cool entre nous et puis que c'est les musiciens, c'est par essence, un musicien, il va se donner tout le temps à fond de toute façon. Et donc voilà, donc c'est assez cool. Après, ce qui est marrant, c'est que le morceau, en fait, en réalité, il est un peu mal écrit. Il est écrit dans un registre trop aigu. Donc il sonne un peu agressif. Il n'a pas le côté velouté que j'imaginais. Je me rends compte que ça va être un peu dur. Et ça, c'est encore une petite anecdote sympa. C'est que l'ingénieur du son qui est là,
il voit. Tu enregistres où, là ? C'est où tu enregistres ? J'enregistre au studio du Palais. Et du coup, là, t'avais pas d'orchestrateur ? Rien du tout, là, t'avais tout fait toi-même ? Oui, Ouais. bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Donc, d'ailleurs, j'en ai jamais eu. Du coup, j'en ai jamais eu. J'ai toujours pensé que c'était faisable, puisque je l'avais fait au début dans les pires conditions, avec les connaissances minimales que j'avais. Donc, ça m'a jamais paru logique de prendre quelqu'un. Après, c'est une histoire de temps, peut-être, mais ça s'est pas présenté. Et voilà. Et donc, juste pour l'anecdote de ce morceau-là, qui a aussi fait basculer ma carrière, c'est que l'ingénieur du son, il avait mauvaise conscience. Je passe sur les détails. Il avait un peu mauvaise conscience par rapport à la séance. Et on écoute ensemble au mix, et ça sonne dur. Et je lui dis, écoute, c'est comme ça, j'ai écrit un peu dur, suivant le suraigu du violon. Je pars du studio, et il m'appelle à 7h du mat, le lendemain, et il me dit, viens au studio, j'ai passé la nuit dessus. Et il avait fait une EQ, en fait, une équalisation, il avait repris toutes les fréquences. Et si tu veux, là où c'est magique, c'est que ce morceau, aujourd'hui, il est super beau. Objectivement, c'est un beau morceau, j'en suis très très fier. Et surtout, il m'a fait basculer dans autre chose, parce que les gens qui l'ont entendu dans le métier, il y en a beaucoup qui m'ont dit, toi t'as fait ça. Mais en fait, il tient à la bonne volonté de musiciens qui auraient tout à fait pu dire c'est trop aigu, ça sonne moche, et un peu lâcher l'affaire, parce qu'en réalité, quand t'as un compo qui est un peu chiant, ou tu connais pas, et que c'est pas très bien gaulé, tu fais pas forcément l'effort. Et puis, un ingénieur du son qui aurait dit, écoute, c'est comme ça. Là, il y a une espèce d'énergie à mon service, on peut dire ça comme ça, qui fait qu'à la fin... N'oublie pas que c'est toi qui l'amènes, cette énergie quand même. Bien sûr, on a eu l'occasion de travailler ensemble, tu amènes cette chose-là, tu donnes aux gens l'envie de t'accompagner, c'est-à-dire que tu travailles, tu as cette énergie, et du coup on a envie de t'accompagner là-dessus. Oui, et puis c'est les fameux happy accidents qui se passent dans des studios. Voilà, il y en a toujours, bien sûr. Sans ça, Ce qui est beau, c'est quand ça fait basculer un peu une existence, on va dire. Comment il s'appelle ce morceau du coup ? Ou c'était pour quel projet ? Parce que du coup, c'était pour ce film Héros, donc ce fameux film de la chanson, et le morceau s'appelle Lisa. Et on l'a, je crois que vous l'avez. On va en écouter un petit bout, ouais. Donc ça date de ? Ça, c'est 2007. Donc ton premier enregistrement ? Ma première composition, en fait. Ça me fait un peu penser à Adagio for String de Barber. Bien sûr. Je sais pas si alors, c'était pas la ref, mais moi, c'était un peu ma ref. À l'origine, il y avait une ref, effectivement, mais c'était Arvo Pärt. C'était quelque chose de beaucoup moins sentimental. Mais ça, c'est intéressant aussi. C'est un autre biais qui est intéressant dans le métier. Sur ce débat, les gens veulent plus de thèmes, les gens veulent moins de mélodies, les réalisateurs, machin. Moi, j'y crois pas du tout. J'ai eu cette discussion avec plein d'agents, plein de superviseurs, avec Marie Sabat, Varda Cacon, et cette discussion. Et je n'y crois pas. Parce que, en réalité, quand on propose quelque chose et que c'est émouvant, souvent, on emporte le morceau. Et c'est vrai que là, la ref, c'était beaucoup plus froid, en fait. J'ai amené le réalisateur sur ce truc dégueulando d'émotion. Pas d'abord parce que c'est la seule chose que je savais faire. À l'époque, je savais pas retenir cette émotion-là. Moi, j'étais déjà, sortir le truc, c'était déjà fantastique. Et c'est pareil, c'est quelque chose qui est resté aussi dans ma façon de travailler. D'y croire toujours, en fait. D'y croire toujours. Et t'as un truc assez décomplexé, que ce soit justement sur thématique ou pas thématique, cette fameuse question, effectivement, qui a été beaucoup au cœur là, de ces dernières années sur les BO. Tu peux faire des choses très abstraites ou des choses très mélodiques, et t'as aucun complexe sur ou en tout cas la possibilité d'aller soit sur de l'orchestre ou justement des choses avec d'autres influences. Tu te poses pas ces questions. Jamais. En tout cas, c'est pas le sujet. Pas du tout. T'es pas un compositeur de score ou de musique pop. Tu es les deux à la fois. T'es dans l'abstraction ou dans la thématique. Effectivement, que tu dis jusqu'à des thèmes très lyriques. Ouais. Et avec Olivier, vous n'hésitez pas à aller là-dessus justement aussi. Alors justement, c'est là. Donc, on allait parler de ça, de ta relation avec Olivier Abou, que tu rencontres donc 2007. Tu m'as dit 2007, c'est ça. Ouais. Donc que tu rencontres en 2007. Et depuis, on va passer sur la pub, etc. Mais tu as eu une histoire très très longue avec Olivier. Souvent, tu as un compositeur qui a une histoire avec un réalisateur. C'est comme ça que sa carrière démarre. C'est comme ça que beaucoup de choses se font. Tu as fait beaucoup d'autres choses à côté, bien évidemment. Mais c'est à ce moment-là où tu rencontres Olivier et tu as fait toutes ces musiques depuis. Ouais. On a complètement grandi ensemble. C'est-à-dire lui, making of quand tu le rencontres, et toi,
Tout à fait. Alors évidemment, compositeur. C'est lui qui, en termes de professionnalisation, c'est lui qui me fait grandir, évidemment, parce que lui, il va plus vite que moi, et puis c'est son métier. Lui, il a commencé là-dedans, il travaille pour avancer. Donc il m'emmène dans sa valise. Alors que toi, tu ne savais pas que tu voulais faire ça et que tu étais fait pour ça. Exactement. Mais quand je dis qu'on a grandi ensemble, c'est d'un point de vue artistique. C'est-à-dire que c'est lui qui m'a ouvert à des musiques totalement délirantes, qui a fait ma culture musicale au sens large et plus dans un seul domaine, parce que lui, il est dément en termes de recherche, d'expérimentation. Il aime les choses qui sont très, très âpres, inaudibles. Il peut écouter des trucs hallucinants pendant des minutes entières. Et clairement, dans le binôme, c'est moi qui amène le côté viscéral et sentimental. Je pense que Olivier, sans mes musiques, aurait un cinéma qui serait plus froid et plus construit. Et évidemment, moi, sans Olivier, d'une part, j'existerais pas, probablement, parce que c'est lui qui m'a amené là-dedans. Et surtout, j'aurais pas cette aisance et cette décomplexion. Je ne sais pas comment on dit celui-là, je te le laisse. Par rapport à la musique, parce qu'effectivement, lui, il m'envoie tout n'importe quoi. Il s'en fout complètement, lui. Ouais. Pour lui, c'est Adagio de Barber ou Johnny Greenwood, il s'en tape, enfin. Ensemble, vous avez fait Yes We Can 2011. Tu me dis si je dis des bêtises. Hein. Ouais, ça a commencé donc avec Madame Hollywood. C'était une mini-série, cette fameuse mini-série pour Canal. Donc ça, c'est en 2007-2008. Okay. Après ça, alors l'ordre, je m'en souviens plus, mais on a fait effectivement Yes We Can, un unitaire pour Arte, une comédie complètement délirante, avec une musique hyper marrante, très inspirée par Curb Your Enthusiasm. Oui, un peu road movie. Ouais. On a fait Territoire pour le cinéma, musique d'horreur expérimentale complètement, Penderecki à fond. On a fait Fury pour le cinéma. On a fait Maroni saison 1 et saison 2 sur Arte. Et puis ensuite, je crois que c'est Les Papillons Noirs et Drone Games qu'on a fait récemment pour Prime Video. Exactement. Ouais. À chaque fois, des musiques toutes hyper différentes. Mais d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de thèmes et je sais que dans Papillon Noir, justement, tu as voulu, toi, tu tenais énormément à ce qu'il y ait des thèmes, à ce qu'il y ait des choses très, très fortes. Et j'ai l'impression que tu as mis beaucoup de ton amour d'Ennio Morricone dedans. Tu essayais d'amener un petit peu ce qu'on écoutait tout à l'heure dedans. C'était d'ailleurs un extrait des Papillons Noirs, il me semble. Oui, tout à fait. Ouais. Le thème de Solange. C'est un cadeau, les Papillons Noirs. C'est un cadeau parce que, alors, c'est des rêves qu'on connaît depuis toujours. Nous, on se parle beaucoup d'Ennio, mais pas que. Il y a Risortolani, Bruno Nicolai, tous ces Italiens, en fait. Mais ce qui m'a rendu fou avec cette bande originale, c'était que j'avais déjà fait des trucs à la façon d'Ennio, pour reprendre un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les à la façon. À la façon d'Ennio, ça se résume souvent à des orchestrations, à des timbres. Dans la pub, mais ou dans les dessins animés, machin, voilà. Ouais. La trompette, et puis les éperons, le tsing-tsing. Mais moi, depuis toujours, c'est pas mon Ennio Morricone. C'est-à-dire que tout ce qu'on a attribué à Ennio Morricone, en fait, c'est les orchestrations d'une certaine époque. Et c'est pas Ennio qui les a inventées. Ennio Morricone, il fait la même chose que Pino Donaggio à l'époque, que Risortolani, que Bruno Nicolai, tous ces réalisateurs italiens qui vont faire du western spaghetti, mais aussi beaucoup de giallo, donc ces films d'horreur expérimentaux. Et en fait, c'est des mecs qui cherchent tout le temps des sonorités un peu étranges. Et Morricone, il va rien faire de plus que ça. Il reprend ces codes-là. Mais en revanche, il a quelque chose que les autres n'ont pas, c'est que ses thèmes sont extraordinaires et les harmonies qu'il trouve dessus sont hyper évocateurs. Et c'est ça qui m'a plu dans Les Papillons Noirs, c'est que je me suis dit, ça y est, on me demande pas de faire une trompette mariachi sur deux mecs qui se regardent. On me demande de faire quelque chose qui soit profondément émouvant. Alors, est-ce qu'on te l'a demandé ou est-ce que c'est justement l'apport et le travail entre le réalisateur et le compositeur ? C'est quoi cette part de, alors particulièrement avec Olivier, parce que vous avez une relation privilégiée, mais la part de, quand un réalisateur vient de demander un travail ou un producteur vient de demander un travail, comment tu vas pousser à modifier la demande, à aller vers quelque chose de plus riche, de moins attendu, et à essayer d'accompagner cette œuvre pour qu'elle aille plus haut ? Alors, là, je fais un mini-tunnel, mais je pense que c'est très important, c'est une super question. Je travaille en composition exactement comme je travaillais à la flûte traversière en tant qu'interprète. C'est-à-dire que, avant tout, je me mets dans un état. Je me mets dans un état psychologique. Et c'est hyper important. Ça définit tout. C'est-à-dire que j'ai besoin de parler avec le réal, la réalisatrice, le scénariste, parfois, les producteurs. Mais en pub, c'est exactement pareil. Et je me mets dans l'état psychologique nécessaire. Alors, pour faire schématique, si c'est l'histoire de quelqu'un qui est triste, dont le père vient de mourir et qui a une quête de son identité, etc., je vais complètement m'imprégner de ça. Mais ça peut être des micro-choses. Ça peut être la curiosité d'un regard, ça peut être le fil ténu d'une complicité, n'importe quoi. Je me mets dans cet état-là. Ça, c'est la première chose que je fais. Et cette chose-là, elle change tout. C'est-à-dire que
elle rend tout hors sujet impossible. Et en fait, nous, les compositeurs, les compositrices, on a toujours peur, et à raison, parce qu'on se fait souvent épingler, du hors-sujet. Le hors-sujet, c'est souvent des histoires de sonorité, par exemple. On a peur. On a une ref ou des refs, parce qu'avec Olivier, on s'envoie plein de musiques, et moi, je dois trouver dans toutes ces musiques le lien. C'est à moi de trouver le lien. Mais on a des refs, et on passe beaucoup de temps, justement, à se dire, là, il y a la clochette, là, il y en a pas. OK, mais si je mets ça... Et en fait, on a quand même une chance sur 3 de se planter. Parce que il suffit d'un petit son pour sortir d'une scène, il suffit d'un petit son pour sortir d'une émotion. Et puis tu dois quand même rentrer un peu dans la tête du réalisateur avec qui tu travailles. Complètement. En plus, c'est son sujet à lui, bien donc sûr. c'est son hors-sujet à lui. Bien sûr. Ouais. Mais à partir du moment où émotionnellement, t'es complètement raccord avec le message qui va être passé, pas ton interprétation du message. Le message. C'est pour ça qu'il faut parler. Il suffit pas de regarder la scène et de dire « moi, ça m'évoque ça », parce qu'on s'en fout, en fait. Quand tu as viscéralement compris ce que veut raconter cette image-là, ou cette histoire, t'en as plus rien à foutre, en fait, après de la clochette ou pas la clochette. Tu seras pas hors sujet. Si le réalisateur, lui, son histoire, souvent, elle a 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, c'est son histoire. Des fois, il sait même pas d'où elle vient, mais c'est son histoire à lui. Si tu te l'appropries, si tu te mets dans cette étape psychologique, alors tu vas le toucher. Et à ce moment-là, il n'y a plus de question de est-ce que mon thème il est trop lyrique, est-ce que il veut pas de thème, il veut 4 notes. Des fois, on va avoir une ref sur laquelle il y a 4 notes, mais en fait, ce qu'évoque l'histoire, c'est pas dépendant de ces 4 notes-là. Il pourrait y en avoir 25 des notes, on s'en fout. Il faut juste viser juste. Comprendre l'émotion qui est cherchée là-dedans. C'est la clé de tout. C'est ce que je dis aux compositeurs, les jeunes compositeurs à qui je parle. On me demande souvent de faire des interventions, des trucs comme ça. C'est vraiment la première chose que je dis. 1, se mettre dans l'état d'esprit. 2, les délais. Mais alors j'ai une question par rapport à ça, parce que là, sur un film, effectivement, tu as ce temps de maturation, tu as ce temps de réflexion, tu as cet échange avec les réalisateurs, les producteurs, tu lis le scénario, donc tu peux te mettre dans cet état. Ouais. Sur une pub, qui est un format très court, t'expliquais tout à l'heure pourquoi ça t'a arrangé à un moment de faire des formats courts, parce que tu ne savais pas faire de format long. Comment tu arrives à te mettre? Parce que tu peux pas te mettre dans cet état d'esprit. Tu peux pas. Il y a tellement de contraintes, il y a tellement d'avis différents, le réalisateur, les créatifs, le client. Comment tu fais là? Parce que tu arrives aussi à taper très fort et très juste, très souvent. Tu disais tout à l'heure que tu avais déjà le respect de cette demande à chaque fois. Oui. C'est la règle absolue. D'ailleurs, pour la publicité, c'est particulier parce qu'il y a quelque chose parfois de moral. Il y a certaines pubs, moi j'ai fait des pubs pour Total Afrique, des trucs qu'on n'a pas hyper envie, hein, mais on le fait ou on le fait pas. Je veux dire, à partir du moment où on le fait, on le fait. Et ben, en fait, c'est exactement la même chose, figure-toi. Mais d'abord, c'est pas forcément quelque chose qui prend énormément de temps. Des fois, il suffit d'échanger un peu. Et l'avantage quand même de la publicité par rapport à ces démarches-là, c'est qu'on est rarement dans des messages très sophistiqués. Alors, c'est pas une échelle de valeur, c'est juste que effectivement, on a 30 secondes. Voilà, t'as pas le temps d'exprimer les mêmes choses. Voilà, un film publicitaire, il a 30 secondes et il aborde 1 ou 2 thèmes maximum en termes d'émotion ou d'intention. Et donc, la première chose, c'est évidemment de ne pas penser au produit, de penser au film. Donc, je regarde le film. Évidemment, là, pour le coup, j'écoute les refs, parce qu'il y en a toujours, et j'essaie de comprendre pourquoi cette ref, qu'est-ce qu'elle fait, à quel moment. J'échange avec le producteur, et tout ça, on se parle. Hein. Et après, je me mets quand même dans cet état. Là, je viens de faire un film pour les Jeux Olympiques. Donc, t'as été courir, tout ça? Ouais, non, mais en fait, j'ai compris le film. Et ça prend du temps, en fait, parce que la pub, ça passe vite. Et des fois, on croit qu'on a compris, mais on n'a pas compris. Là, j'ai essayé de vraiment comprendre le film. Alors, c'est des athlètes, les uns après les autres, ils gagnent, ils perdent, ils sont dans et je me suis mis là-dedans, en fait, dans cette espèce d'effort. Et puis la musique, en fait, elle peine au début, et puis elle monte, et puis elle alors s'ouvre. c'est justement, quand tu es dans un film, tu as le temps de faire grandir la musique, tu as le temps de poser une émotion, tu as le temps de la faire venir, etc. Quand tu es dans un format court, dans un 20 secondes, un 30 secondes, tu dois être dans l'efficacité immédiate. Est-ce que tu n'as pas une plus grande frustration de ne pas arriver à poser tout un thème, à construire une musique? C'est 2 travails complètement différents. Oui, c'est 2 travails très différents. D'ailleurs, quand on fait beaucoup de pubs, moi, j'ai des périodes où j'ai fait plus de pubs que de fiction, et je me suis retrouvé un peu coincé parfois en fiction. Quand je remontais sur la monture, je me rendais compte que j'avais du mal à tenir plus de 30 secondes ou 40 secondes, parce qu'effectivement, j'avais l'habitude de condenser mon discours. Mais j'ai envie de dire, c'est les avantages et les inconvénients. Oui, c'est un peu frustrant parce qu'on voudrait développer plus. D'ailleurs, en pub, j'avoue que c'est le seul domaine dans lequel il m'est arrivé de composer une musique avec un thème, et au moment d'envoyer, de virer le thème. Et de ne garder que le reste. Parce qu'effectivement, encore une fois, le format, il est court, il y a beaucoup d'informations, et je comprends que parfois ça puisse bouffer un peu le reste. Après, la contrepartie,
de cette petite frustration-là, c'est que d'abord, c'est un temps de travail qui est court et intense, et ça, c'est vraiment moi ce que j'aime quand même. Donc, on est à fond, mais ça, on va pas se rincer pendant 8 mois comme sur Les Papillons Noirs, parce que ça, c'est un marathon qui est dément. Donc, ça va être 2 semaines, 3 semaines à bloc. Et puis, en fait, finalement, c'est le premier jet qui est fatigant. Le premier jet, il est fatigant parce que émotionnellement, on se met dedans, et quand on l'envoie malgré tout avec tout son cœur. Hein. C'est une musique dans laquelle on croit. Et puis, une fois que ça a touché juste, après... T'as souvent beaucoup d'allers-retours, c'est ça le problème. Oui, mais... Est-ce que la difficulté, quand t'as mis toute ton âme pour cette œuvre-là, et qu'il faut que tu repartes parfois totalement à l'opposé, comment t'arrives à trouver l'énergie et la... Ça, je pense que c'est intrinsèque à tous les gens qui font notre métier. Que ce soit la compo, la réal, et j'ai envie de dire même la prod, l'écriture. Alors, Olivier, il a cette capacité qui est assez extraordinaire, c'est à se réémerveiller. C'est-à-dire que pendant, on reçoit le truc qui revient, on dit super ta musique. Par contre, on a coupé ça, on l'a mis au début, machin, truc. Bon, on récupère le bébé et on a 10 secondes d'insulte absolue. Effectivement, on se dit ils sont débiles, ils ont rien compris, ils ont tout flingué et tout. Ça peut durer 10 secondes, 15, et puis après, il faut se dire non mais en fait. Ça peut être hyper bien, parce que c'est pas si con, parce que si je fais ça, ils sont cons, mais moi je suis moins con qu'eux, je vais faire un truc super. Et ça, c'est la force d'un réal. Un réal, on lui dit, t'auras pas la bagnole qui explose, c'est la fin de sa vie, mais il faut que la fin de sa vie, elle dure pas plus de 20 minutes, quoi. Et t'as raison, le salut vient de là, de prendre ça, non pas de manière offensive ou comme une insulte à ton travail, mais d'essayer de comprendre ce qu'ils ont voulu, ces demandes, et de les tourner, et de changer. Bon, après, dans la pub, on va pas se mentir, il y a un truc d'amour-propre très particulier, tout le monde n'est pas capable peut-être d'encaisser. Oui, c'est parfois assez violent les retours. Ça reste un taf. Il faut accepter et se dire, je suis au service de quelque chose. C'est intéressant d'entendre parler de la publicité aujourd'hui après un parcours en fiction qui est un beau parcours, de voir que tu as encore une appétence et une vision de ce métier avec de la musique et pour la publicité, plutôt positive, parce que du coup, c'est bien d'avoir cette vision positive encore du métier de compositeur de musique de pub. Mais parce que après tes expériences en fiction. C'est inhérent à mon parcours, à mes débuts sur les petits formats, les fictions, ça reste toujours génial. Et puis en pub, on va quand même te demander des choses qu'on te demande rarement en fiction, parce que il y a pas le complexe de l'américanité de la musique ou de la sophistication. On s'en fout. Au contraire. Voilà, un créa, il s'éclate, il se dit, moi je veux du John Williams. Démerdez-vous, faites-moi du John Williams. Il n'y a pas beaucoup de réals qui ont le droit ou qui ont envie de partir là-dedans, donc c'est génial comme exercice aussi. Donc moi j'en fais encore, j'en fais moins, j'ai moins de temps, mais j'en fais encore avec plaisir quand on a besoin de moi, Écoute, on aime bien finir déjà merci pour ces moments, parce qu'ils étaient plutôt agréables et touchants. On aime bien terminer cet épisode avec une petite série de questions, un petit peu rapides comme ça. Est-ce que tu composes plutôt en matinée ou en soirée ? Maintenant, en matinée. Pourquoi ? Parce qu'avant, c'était avec longue. J'avais pas la même vie de famille, du coup. Et donc, j'ai commencé à composer la nuit, puisque j'étais flûtiste le jour. Donc, je me suis habitué à travailler la nuit. J'étais persuadé qu'il n'y a que la nuit que je pouvais travailler. Donc, ça a duré longtemps. Et puis, j'ai eu des enfants. Et tu t'es dit, je peux plus. Et en fait, je compose de 9h à 16h. Voilà. Ah oui, c'est très marqué. Du coup, tu as vraiment une routine. Hein. Je dépose ma fille et je vais la chercher. Tu gardes le 16h, 23, 24h quand il y a des galères. Bien sûr qu'il y a toujours des galères. Ça peut déborder. Mais je veux dire, je m'y tiens plutôt pas mal. Et ça m'a fait faire des progrès en efficacité aussi. Est-ce qu'au niveau BO, tu es plutôt E.T. ou Retour vers le futur ? Je choisis, je pourrais. Je suis un peu plutôt E.T. Si tu devais écouter un biopic, quel est le meilleur pour toi, les Doors ou Rocketman ? Les Doors. T'aurais préféré faire le score de Shining ou des oiseaux ? Shining. Williams ou Zimmer ? C'est chiant parce que dire l'un, ça dévalue l'autre. Écoute, non, je vais dire Williams, mais c'est trop facile. Zimmer, c'est pas si con. Et dans le même registre, Ennio ou Nino ? Alors Ennio. Ennio ? Sans hésiter. Même si c'est super, Nino Rota. Même si Nino Rota est pas... Voilà. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tu as composé un morceau, je pense que c'était au début aussi, Tribute to Nino quand même. Oui. Il y a très longtemps. Tout à fait, mais ça, c'est parce que ça, c'était sur un long métrage de Emma Lucchini qui s'appelait Sweet Valentine avec Vincent Elbaz notamment et Louise Bourgoin, je crois. Oui, et effectivement, là, j'avais une ref qui était du Nino Rota et on peut pas tourner trop autour du pot. L'histoire de se mettre dans la peau du machin, ça se passait dans un cirque. Elle fait du trapèze et c'était Nino Rota, donc à un moment, il faut y aller. Et comme c'est difficile de pas être cramé, quoi. En général, dans ces cas-là, je mets le nom.
Tribute to Nino, ça permet de dire les gars, je sais, c'est pas la peine de me défoncer. On est d'accord, c'est un hommage. Pas mal. Ok, merci Clément. Merci à vous. Hein. Et puis on espère t'écouter d'encore beaucoup de choses parce que c'est plutôt des belles choses. On va mettre en lien sur les commentaires de l'épisode, on va mettre en lien les endroits où on peut aller t'écouter et les différentes choses que tu as faites pour que les gens qui ne te connaissent pas ou peu s'aperçoivent à quel point ils ont tort. Il y en a encore, c'est fou. À bientôt. Ouais, à bientôt. Merci beaucoup. Merci.